Avec l'Aniakea, nous avons une nouvelle vision de l'univers qui est proche de nous. Une vision qui ressemble à celle d'immenses rivières de galaxies qui coulent dans ce supercontinent qu'est l'Aniakea. Et pourtant, si la seule matière de l'Aniakea était celle des galaxies que l'on voit, ça ne coulerait pas. Et plus encore, on sait désormais que s'il n'y avait pas cette sorte de fluide autour des galaxies, eh bien, les premières galaxies de l'univers, celles que nous avons vues lors du champ très profond de Hubble, qui sont rouges parce qu'elles s'éloignent de nous à très grande vitesse avec l'expansion, eh bien, ces toutes premières galaxies, les bébés de l'univers, eh bien, ne se seraient même pas formées, ou alors beaucoup plus tard que ce que nous voyons. Autrement dit, pour que l'univers ait la fluidité et la dynamique que l'on observe, il faut qu'il existe une matière fantôme, comme un fluide, qui accélère le mouvement des galaxies et également accélère le processus de leur formation. C'est depuis les années 1930 qu'on a donné un nom à cette matière fantôme. On lui a donné le nom de dark matter, matière noire en français, et c'est un astronome américain controversé, Fritz Zwicky, qui a été le premier à remarquer dans la dynamique des galaxies autour d'un amas de galaxies qui s'appelle l'amas de Coma, que vous avez ici. Il a remarqué qu'il y avait des vitesses de galaxies qui n'étaient pas tout à fait conformes à la théorie de Newton. Néanmoins, les données étaient insuffisantes. Ce physicien était assez controversé et il a fallu attendre finalement plus de 40 ans pour que cette matière noire soit enfin mise en évidence. Et c'est une jeune astrophysicienne, Vera Rubin, qui a été vraiment l'actrice de cette mise en évidence. Et je me rends compte, en vous parlant d'elle, je me rends compte avec joie que tout au cours de cette présentation, j'ai beaucoup parlé d'astrophysicienne. Il faut croire que les femmes ont eu un rôle éminent dans la cosmologie en particulier, et dans les structures de l'univers, dans la découverte des structures de l'univers. Alors je vous ai parlé il y a déjà quelques temps de Jocelyn Bell, qui a découvert les premiers pulsars. Puis je vous ai parlé d'Arietta Swan-Leavitt, qui a découvert l'utilisation des céphéides pour mesurer les distances dans l'univers. Et puis nous venons de parler de 3 astrophysiciennes françaises, Valérie de Lapparent, Sandra Cordis et Hélène Courtois, qui ont mis en évidence les grandes structures de l'univers et l'Aniakea et le tissu cosmique. Et bien maintenant, je vous parle de Vera Rubin, une astrophysicienne américaine, qui au début des années 70 faisait sa thèse sur la morphologie des galaxies. En fait, elle voulait expliquer la diversité des galaxies, en particulier des galaxies spirales. Et pour ça, elle observait, avec une méthode spectroscopique également, les étoiles dans les bras spiraux de la galaxie, de plus en plus loin du centre, et elle mesurait leur vitesse. Et là, elle s'est rendue compte que, contre toute attente, cette vitesse, au lieu de décroître très rapidement, eh bien, elle avait tendance pratiquement à se stabiliser. Cette anomalie était tout à fait conforme avec ce que Fritz Zwicky, 40 ans plus tôt, avait prédit. C'est-à-dire, elle pouvait être expliquée par l'existence d'une matière invisible, mais une matière tout à fait présente par les effets gravitationnels qu'elle occasionne sur les masses qui gravitent autour. Regardons d'un peu plus près les équations du mouvement de Newton. Si nous avons ici une galaxie dans laquelle l'essentiel de la masse est concentré près du centre, la théorie de Newton prédit que la vitesse de rotation des étoiles qui sont autour, donc la vitesse de rotation, devrait vérifier un équilibre orbital, qui est, pour avoir un ordre d'idée, qui est de dire que la force centrifuge due à cette rotation doit équilibrer la force de gravitation qui, au contraire, attire vers le centre. Donc ça veut dire que on doit avoir équilibre entre ces deux forces. Et du coup, on s'attend à ce que la vitesse soit proportionnelle comme la racine carrée de la masse centrale de la galaxie divisée par la distance au centre de la galaxie.
Alors cette loi, elle est tout à fait connue, hein, et c'est celle qui s'applique par exemple lorsqu'on regarde la vitesse de rotation des planètes autour de notre Soleil. On voit que par exemple, eh bien, la Terre a une vitesse beaucoup plus grande que les planètes qui sont beaucoup plus loin du Soleil. Et donc on s'attend à ce qu'on ait une loi qui est celle décrite en pointillé ici, de vitesse en fonction de r qui tend vers 0 assez vite, comme 1 sur racine de r. Et en réalité, ce qu'a observé Vera Rubin, et ce qu'on observe encore aujourd'hui, c'est une courbe de rotation qui est décroissante, mais qui est quand même beaucoup plus stable et elle décroît beaucoup moins vite que celle qui est prédite par Newton. Et l'idée, c'est qu'il faut en fait, pour pouvoir expliquer cette courbe de rotation observée, cela revient à supposer qu'il existe une masse beaucoup plus importante que celle qui est observée. Et tenez-vous bien, cette masse semble être 4 à 5 fois supérieure à celle qui est observée. Autrement dit, autour des galaxies, et on verra même dans l'univers tout entier, eh bien, 80% de la masse, c'est cette masse fantôme, cette matière noire. Deux questions se posent au sujet de cette matière noire. La première, c'est où se trouve-t-elle géographiquement par rapport à l'emplacement de la matière visible? La deuxième question, c'est de quoi est-elle constituée? Alors, on a des réponses à la première question, tout simplement parce qu'on a depuis 40 ans mesuré très précisément l'impact gravitationnel de la matière noire sur la matière visible qui l'entoure. Et donc on est capable, par exemple, de dire comment est organisée la matière noire autour d'une galaxie spirale telle que la nôtre. Et on se rend compte que donc les 4/5 de la matière de la galaxie sont organisés dans un halo, on parle d'alors de halo de matière noire, qui a une géométrie plus ou moins sphérique. Là où par exemple une galaxie comme la nôtre a une géométrie aplatie, comme la Voie lactée, vous savez qu'elle a une forme circulaire mais aplatie. Alors que la matière noire, elle, aura une forme sphérique autour du centre de la galaxie. Donc on sait repérer l'emplacement de cette matière noire, et on le saura de plus en plus. Il va y avoir une mission spatiale qui va partir dans les années à venir, qui s'appelle la mission Eddington, et qui va obtenir une cartographie ultra précise de la matière noire jusqu'à des centaines de millions d'années-lumière. Par contre, là où le mystère n'est toujours pas résolu, c'est de quoi est composée cette matière noire. La première idée, ça a été de se dire peut-être que cette matière noire, c'est en fait de la matière qui pourrait être visible, mais qui est difficilement visible. Par exemple, ça serait de la matière d'objets qui sont connus, qui sont massifs, mais qui émettent peu de lumière. Ce qu'on appelle les machos, pour massif objet. Et on a cherché des objets, par exemple, des mini-trous noirs, ou des naines brunes, ou voire même des pulsars. Et on a mis au point, lors des 20 dernières années, des méthodes de détection de ces objets-là. Toutes ces méthodes se sont avérées vaines, on n'a rien trouvé. Alors l'étape d'après, ça a été de se dire, peut-être qu'en fait elle n'existe pas, cette matière, et qu'en réalité c'est la théorie de la gravitation elle-même qui est fausse. Et donc ça revient à carrément remettre en question les équations d'Einstein dont nous parlerons lors du prochain cours, les équations de la relativité générale. Donc là c'est un bouleversement radical, complet, mais qui n'a pas tellement le vent en poupe non plus, puisqu'on s'est rendu compte, apparemment, il paraîtrait que certaines galaxies ne sont pas entourées de matière noire. Enfin, on en arrive à la troisième piste, qui est la piste la plus privilégiée par les astrophysiciens. C'est celle de dire que peut-être cette matière noire est composée tout simplement de particules qui ne sont pas encore connues. Alors la mecque de la recherche de nouvelles particules, vous connaissez cet endroit, c'est le CERN, et en particulier le plus grand collisionneur de particules qui s'appelle le LHC, qui se trouve près de Genève. Il s'agit d'un tore, c'est-à-dire d'un tuyau circulaire immense qui fait plus de 27 km de circonférence et dont vous voyez ici une coupe. Alors je vais vous montrer une petite vidéo techno qui vous présente ce collisionneur. Alors le CERN, c'est
c'est déjà une institution qui regroupe des milliers de chercheurs à travers le monde, qui est évidemment éminente, déjà d'une part par le défi technologique. Faut bien voir que ce collisionneur de particules qui se trouve près de Genève, c'est, on peut le dire clairement, la machine technologique la plus avancée, la plus sophistiquée que l'humain ait construite. Deuxièmement, ça fonctionne, puisque vous avez dû entendre parler du fait qu'il y a 2 ou 3 ans, le CERN a obtenu le prix Nobel pour une découverte majeure, qui est la découverte du boson de Higgs, dont j'aurai l'occasion de vous parler lors d'un prochain cours. Et donc voilà, en fait, vous voyez ici un peu un schéma du fonctionnement de cet accélérateur de particules. Vous avez plusieurs anneaux de circulation de protons qui sont amenés à des vitesses quasiment proches de la vitesse de la lumière et qui créent des collisions. Et ces collisions créant à leur tour des gerbes de particules. Ces gerbes de particules sont réceptionnées dans des immenses détecteurs qui sont grands comme des immeubles. Et en particulier, c'est Atlas qui est en particulier très utilisé pour essayer de détecter des... Je vais m'arrêter ici. Atlas est donc l'instrument qui a permis la détection du boson de Higgs. C'est une structure de 40 mètres de long sur 22 mètres de diamètre, qui est en fait un immense aimant contenant une énergie colossale, capable de faire fondre quasiment instantanément plusieurs tonnes de cuivre. Et c'est donc l'un des instruments qui est utilisé activement au LHC pour essayer de détecter de la matière noire sous forme de différents types de particules possibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on fera un petit cours dédié à la physique des particules, mais juste pour vous dire que pour l'instant, toutes les tentatives de détection de matière noire, de nouvelles particules, ont échoué. La matière noire est à ce jour, pour ce qui est de sa composition, l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Pour conclure, je vous propose un voyage virtuel en 3 dimensions dans notre univers, dans lequel serait visible cette matière noire en bleu, et également la matière visible, gaz, étoiles, galaxies en jaune. Cette simulation s'appelle 3D Nostrum, elle a été obtenue par le Commissariat à l'énergie atomique, et elle représente 13,8 milliards d'années d'évolution, depuis la matière primordiale jusqu'aux galaxies qu'on peut observer actuellement. Ces simulations sont très proches de la réalité, car depuis 10 ans, l'ensemble des détails des interactions physiques a été pris en compte. Que ce soit la gravité, l'expansion de l'univers, mais également les interactions propres à la matière visible, en particulier la formation de trous noirs, les jets de matière que occasionnent les trous noirs, nous en parlerons lors d'un prochain cours, les jets de matière occasionnés par les explosions de supernovas, les chocs entre galaxies. Mais la grande nouveauté, c'est que jusqu'à présent, on pensait que ce qui gouvernait l'évolution d'une galaxie, c'était par exemple les chocs qu'elle pouvait avoir avec ses voisines, comme ce qui va se passer dans 3 milliards d'années entre la Voie lactée et Andromède. Eh bien, on sait actuellement qu'en réalité, il n'en est rien, et qu'en réalité, c'est réellement l'interaction entre matière visible et matière noire qui génère vraiment l'histoire et la dynamique des galaxies. En particulier, vous le voyez sur cette simulation, la matière noire dessine ce qu'on appelle un tissu cosmique, c'est-à-dire des filaments, des grumeaux. Et c'est au niveau de ces filaments et de ces grumeaux que la matière visible va interagir, va être conduite, va rencontrer d'autres grains de galaxies pour former des galaxies plus grandes. C'est donc à ce niveau-là, on connaît même la différence entre... je vais repasser un peu le film, entre ce qui se passe au niveau des filaments et ce qui se passe au niveau des grumeaux. On est capable de distinguer les deux. Et donc voilà, on est arrivé à une vision assez fine en fait de cette interaction. Et néanmoins, même si, comme je vous dis, on est quand même stupéfait de voir la morphologie de ce tissu cosmique, reste quand même un mystère dans sa dynamique qui est peut-être aussi grand que celui de la composition de la matière noire. Ce mystère, c'est qu'on a observé depuis peu que des filaments de cette matière cosmique, de ce tissu cosmique, même des filaments éloignés, pouvaient avoir des mouvements qui étaient synchrones. Comme si ce tissu cosmique avait en lui un mouvement propre qui est pour l'instant complètement incompris. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, juste en concluant sur le fait que l'univers est vraiment très très loin d'avoir révélé tous ses secrets.